Bonjour, Philippe Gallimard, Université de Bordeaux. Je vais faire la présentation pour être sûr que vous avez bien tout compris sur les planchers connectés bois-béton. Donc, je vais faire une dernière intervention. Voilà. Et je la ferai avec mon collègue Jean-Luc Courreau. Ok, donc c'est une présentation générale, mais je pense que vous avez bien compris quand même, avec le nombre de présentations qu'il y a eu sur les planchers bois-béton. Deux grands types, sur nervure et sur dalle bois. En général, sur dalle bois, c'est sur CLT. On peut voir qu'effectivement, il y a d'autres alternatives qui sont plus intéressantes. Vous voyez aussi le principe mécanique du fonctionnement. De nombreux systèmes. Il existe de nombreux systèmes de connexion. On en a vu quelques-uns jusqu'à maintenant. Le système hybridal, des liaisons connectées, collées continues, des liaisons mécaniques avec le système HBV, etc. Je vais passer ou des liaisons ponctuelles avec, par exemple, des vis SFS. Il en existe beaucoup. Ils sont tous sous avis technique, donc avec un système propriétaire. Les avantages et les inconvénients, je vais passer très rapidement parce que là aussi, je pense que vous avez compris. On a les avantages du bois, les avantages du béton, mais on a aussi les inconvénients du bois et les inconvénients du béton. Donc, ce sont des solutions, je vais la faire courte, hein, des solutions qui peuvent présenter, qui doivent être en fait des optimisations entre les avantages et les inconvénients des deux matériaux. Et c'est en fait une espèce de cote moyenne. Donc je vous l'ai mis ici, par exemple, par rapport au plancher béton, c'est la réduction d'empreinte carbone. Les inconvénients, c'est, vous avez vu précédemment, c'est une mise en œuvre lourde. Hein. C'est un coût, parce que c'est des systèmes propriétaires. Et puis c'est un comportement complexe dépendant du temps. Donc les deux matériaux, bois-béton, se comportent différemment. Vous avez vu ce graphique un petit peu avant, et on voit que, pour montrer quoi ? Pour montrer que selon le système de connecteurs, on peut avoir des comportements complètement différents selon le connecteur. Des comportements qui sont plutôt fragiles, hein, comme vous voyez ici pour le système collé comme hybridal, et puis des comportements avec beaucoup de ductilité. Alors fragile, ça veut dire que dès que ça arrive à la limite, ça casse. Et puis des comportements beaucoup plus ductiles, comme vous voyez sur la partie inférieure, où on a des grandes déformations avant d'avoir la ruine. Ce qui, en termes de bâtiment, est plutôt ce qui est recherché. Hein. C'est-à-dire, on ne cherche pas à avoir une rupture fragile, on cherche plutôt à avoir une rupture qui va présenter des grandes déformations, pour que les gens qui subissent ces grandes déformations aient le temps de partir. Hein, globalement, c'est ce qu'on va chercher à avoir. Alors c'est un petit tacle auprès d'Hybridal qui, vous avez bien compris, c'est fragile. Voilà. Il m'en voudra pas, j'espère. Performance d'une connexion parentale. Alors vous en avez vu plein déjà des essais. On en a fait nous aussi au laboratoire, par exemple dans le cadre d'une thèse en co-tutelle avec l'université Laval au Québec, où on a des comportements fragiles, des comportements ductiles en fonction du ratio que l'on met, quelle est la profondeur d'entaille par exemple, quelle est la forme de l'entaille, donc on a tout un tas de paramètres qui vont piloter le comportement de la structure générale. Donc dire qu'un système de connexion peut être optimisé pour toutes les configurations, c'est peut-être aller un petit peu loin en fait. Alors, nouvelles opportunités, quelle conception pour quel dimensionnement ? En fait, on a vu qu'on avait des systèmes propriétaires, bien que ça existe depuis très 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 longtemps. Hein. On fait du renforcement de planchers anciens avec de la connexion. Les vieux charpentiers ou les vieux ingénieurs font ça depuis très longtemps. On a maintenant une norme expérimentale
Donc la prochaine évolution de l'Eurocode 5 va mettre à disposition, ici des gens du FCBA qui pourront vous en dire plus si vous voulez, qui vont pouvoir faire rentrer ce système de connexion de plancher bois-béton dans un cadre normatif classique, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de passer par un système propriétaire forcément, nécessairement. Il y a toute une phase amont qui sera, et en particulier sur le dimensionnement la conception des assembleurs, des connecteurs. La norme précise bien que soit c'est déterminé à partir d'essais, soit c'est déterminé conformément aux documents normatifs. Donc les concepteurs ont une certaine liberté, soit pour concevoir leur système de connexion, soit pour donc il faudra faire des essais. Si c'est quelque chose à concevoir, soit alors il faudra se conformer à cette norme. On voit que l'utilisation des connecteurs bois-béton, ça correspond à une conception multifactorielle lorsqu'on veut dimensionner un plancher, et un plancher bois-béton en particulier. On a dit on a besoin de ductilité, on a un problème de hauteur statique, on va chercher à minimiser, puisque si c'est dans un objectif de plancher pour des bâtiments de grande hauteur, vous savez que la problématique principale des bâtiments de grande hauteur en bois, c'est l'hauteur de plancher. Si on perd une vingtaine de centimètres entre un plancher béton et un plancher bois à chaque étage, au bout de 10 étages, on a perdu un étage. C'est quand même un problème fondamental sur la construction multi-étagée en bois. Donc le problème de la hauteur statique, le problème de confort vibratoire, de l'incendie, etc. Je vous ai mis tout ça. Sur l'empreinte carbone, sur le coût relatif des matériaux, parce qu'on peut concevoir un système bois-béton et puis le coût du béton va changer par rapport au coût du bois. Donc il y a aussi des adaptations à faire, par exemple, sur le niveau de technicité des équipements, sur le besoin ou pas d'un chantier sec. On peut très bien amener le plancher bois connecté directement sur le chantier, ou alors le connecter sur le chantier, ou le couler sur le chantier. Il y a plein de possibilités. Et en fait, présenter un produit avec une solution unique, c'est sûrement pas l'avenir. Il doit y avoir une certaine adaptation, une certaine réflexion. Donc je vous ai donné ici une petite étude d'optimisation multi-objectifs qu'on a travaillé au cours de cette thèse. Donc on a des paramètres de dimensionnement, des paramètres des variables de décision, et on vise 3 objectifs qui est l'épaisseur totale, le poids et le coût. Alors, on avait mis une fonction coût. Et l'objectif, c'est de rechercher les solutions de conception optimisées, mais optimisées par rapport à plusieurs objectifs. On aurait pu rajouter l'empreinte carbone, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ici, je vous ai mis l'application de ça. Par exemple, lorsqu'on fait varier le ratio du coût entre le coût du béton et le coût du bois, on s'aperçoit que d'autres solutions optimisées apparaissent. Et puis, lorsqu'on passe de 8 à 9 mètres de portée, d'autres solutions optimisées apparaissent. Ce qui est intéressant aussi, c'est le point jaune, que vous voyez ici, qui est un point de solution technique régulièrement utilisée au Québec. On s'aperçoit que c'est une solution qui n'est pas du tout optimisée. Pas du tout optimisée. Voilà. Ensuite, on peut faire en fonction de cet ensemble de choix, de cet ensemble de solutions bois-béton optimisées. Alors, l'optimisation, c'est-à-dire les épaisseurs de bois, les épaisseurs de béton, les profondeurs d'entaille, etc. Oui, j'ai compris. J'arrête. J'étais bien parti pourtant. Et puis après, on a d'autres solutions. Effectivement, parmi les solutions, on fait un choix multicritère pour que l'entreprise choisisse sa solution en fonction de son problème.
Je vais le laisser un peu parler alors. Merci Philippe, il me reste 5 minutes, ça va le faire. Donc par rapport à cet optimum, on a des questionnements en labo. Il faut passer des produits et les reconnaître en construction. Et donc on est entre la science et la recherche. Donc nous on travaille dans des labos de recherche et l'innovation elle est un petit peu entre les deux. Vous avez la science, c'est quelque chose qui est dans l'ingénierie connue, où on a des faits, des règles qui démontrent des phénomènes physiques. La recherche c'est quelque chose de différent parce qu'il y a une confusion entre science et recherche. Et l'innovation est au milieu. La recherche, c'est on pose des questions, on n'a pas forcément les réponses. Alors que dans la science, on a les réponses par des formulations, des choses comme ça. L'innovation, elle est un petit peu au milieu. Et nous, quand on a un développement de plancher bois-béton, par exemple, on se retrouve un petit peu embêté en laboratoire pour valider ces produits parce que quelque part, c'est de la science et nous, on fait de la recherche. Et quand on parle d'agrément technique, on peut pas, c'est pas notre métier, c'est plutôt les centres techniques. Donc la question qui se pose, c'est comment la recherche peut aider à faire des agréments techniques, vous voyez, plus facilement. Oui, il y a énormément de coûts parce qu'il y a beaucoup d'essais. D'accord. Par contre, il y a de la connaissance qui ne transpire pas au travers des normes et au travers des agréments qu'on a parce que c'est des référentiels assez figés. Donc on a réfléchi à ça et vous voyez que par les présentations précédentes, il y a pas mal d'essais et ça génère du coût et ça peut être des freins aussi au développement. Donc actuellement, si on doit reconnaître un produit, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des configurations, on va mélanger des matériaux, il faut faire de la caractérisation des performances utiles pour faire du dimensionnement, et derrière, on va avoir une grille de reconnaissance par des agréments techniques, des normes, etc. Coût élevé des essais. Les configurations qu'on va tester sont bornées par le procédé et par ce qu'on connaît, qui est en place. Donc on est véritablement bordé par les sciences, et ça coûte aussi, les sciences de l'ingénieur, ça coûte en temps d'étude, parce qu'il va falloir essayer de trouver cet optimum qu'on n'a pas. Donc c'est pour ça qu'on développe des techniques comme là, qui ont été abordées par Philippe. On fait des approches statistiques parce qu'on pense, par exemple pour le matériau, c'est un matériau compliqué. Faible confiance, donc beaucoup d'essais, et derrière on a des chiffres qui empêchent en fait de développer. Alors pour vous donner une idée, nous en modélisation, par la connaissance, voilà un morceau de bois, aujourd'hui je peux vous dire, on sait le modéliser avec des nœuds, avec des pentes de fil comme vous voulez. C'est-à-dire qu'un bois, une planche de bois pour donner la résistance du matériau, avec peut-être 5% d'erreur par planche. Donc c'est plus un matériau avec une variabilité inconnue. Okay, donc on appelle ça du bois 4.0, on l'a développé en termes de recherche. Quand on a ce constat-là, on se dit, le béton c'est pareil, c'est le même modèle. Donc si on a ces modèles et ces robots, peut-être que si on apporte des modélisations, des essais pour les agréments techniques, on va pouvoir caractériser les produits optimisés avec peut-être des essais moins nombreux parce qu'ils seront étayés par l'analyse numérique, ce qui va permettre de réduire les coûts expérimentaux et les approches. Derrière, on fait une économie aussi dans la chaîne de reconnaissance du matériau en tenant compte aussi des procédés de fabrication. Alors pour vous donner une idée, voilà, on a des modèles d'endommagement, donc c'est véritablement de la connaissance de la recherche pour venir déblayer un petit peu le terrain pour développer les produits. Voilà, vous avez vu des essais bois-béton, de cisaillement. Alors nous on appuie sur le béton, là, mais on peut faire n'importe quoi, on aura le matériau comme on veut, et vous avez une courbe force déplacement, vous avez la simulation là-dessus. Quand vous voyez un essai, comme vous avez vu tout à l'heure, on n'a qu'une information, c'est la force déplacement, c'est ça. Quand on a le modèle, avec toute la variabilité qui peut s'exprimer dans le béton et dans le bois, on peut avoir aussi les zones qu'on ne voit pas avec des capteurs où ça va s'endommager. Donc derrière, on peut imaginer de faire de l'optimisation pour aller chercher des raideurs locales d'assemblage, des raideurs voulues apparentes sur les planchers qu'on veut développer et pour aller trouver l'optimum avec tous les critères qui peuvent après s'agencer dans un projet de construction. Donc vous voyez, bois, béton, c'est les mêmes modèles. Les mêmes modèles. On a des bases de données pour le Douglas, pour le chêne, pour n'importe quelle essence, puisque c'est du numérique. Et on a les essais en amont qu'on garde dans le laboratoire. Après, on peut faire de l'optimisation, et typiquement, les essais que vous avez vus par les collègues précédemment, mais derrière, on peut gagner en ductilité, et derrière, on peut avoir des cartographies d'endommagement qui expliquent l'écrasement, l'équilibre et l'optimisation qu'on peut faire pour ensuite faire la reconnaissance de ces prototypes qu'on cherche à développer. Voilà, ouais. Ces cartographies, derrière aussi, renseignent et donnent une autre connaissance justement sur ces matériaux mixtes. Donc, moi, la présentation qu'on vous a proposée, c'était de vous dire qu'en laboratoire, il y a de la connaissance qui est agrégée dans des modèles. Okay, on est souvent perçu pour faire des essais, et c'est peut-être le modèle qui va nous permettre de cibler les essais, les configurations qu'on doit faire pour faire du produit de l'ingénierie. Là-dedans, la virtualisation
permet de faire une meilleure cible au niveau de la reconnaissance, de l'économie en temps et d'essai. Donc je pense que ça, pour les entreprises, les petites entreprises, c'est quelque chose d'important. Et derrière, on peut viser à optimiser la performance de la mixité des matériaux. Donc ça se fait sur le bois béton et aussi sur d'autres solutions. Je vous remercie.